Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Alors ce soir, petit comité au niveau des animateurs de Xamcast puisque c'est un duo, enfin un trio avec moi, mais avec Mathéo. Salut Mathéo. Salut. Et avec Sam. Comment ça va Sam? Salut, ça va bien. Et Mathéo, tout va bien? Vous avez passé un bon week-end les gars? Bon, on a gagné ce week-end, donc j'imagine que c'était un peu plus joyeux. TikTok, Quel, ouais. quel, Bon week-end quel gratuit. week-end dernier. Et puis, du coup, en plus des animateurs, on a notre invité du jour. On vous l'a annoncé à la fin de notre dernier épisode. Vous avez également vu sur les réseaux sociaux. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Mike Gomez avec nous. Salut Mike. Salut, merci de me recevoir, ça me fait plaisir. Avec grand plaisir. Alors, il y aura une longue partie, évidemment, qui te sera consacrée, comme c'est devenu un peu la tradition maintenant avec nos invités. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'épisode, comment tu vas, Mike? Ce beau week-end ensoleillé. Ouais, tout bien, on est content de ce temps, Xamax a gagné, super. C'est parfait. Ok, alors messieurs, ce soir au sommaire de cet épisode, on va faire le débriefing du match qui a eu lieu vendredi soir contre le FC Haro à la Maladière. Alors malheureusement tu n'y étais pas Mike, tu nous l'as dit avant l'épisode puisque tu jouais en même temps. Qu'est-ce qu'a fait Saint-Blaise ce week-end? Vous avez gagné aussi? Non, match nul 1, mais goal de Gomez. Hein. Ah yes, c'est beau ça. Ah, c'est beau. Alors, on lance un appel à Xamcast. S'il y avait des spectateurs présents à ce match qui a pu filmer le but de Mike, vous pouvez nous l'envoyer sur notre Instagram. Ce sera avec grand plaisir. On le diffusera ensuite. Ok. Et puis, en plus du débriefing, ben, on aura ton interview, Mike. Voilà, à proprement parler. Voilà, messieurs, je vous propose qu'on entre directement dans le vif du sujet avec le débriefing du match. Jingle. Alors, vendredi soir 12 avril, c'est le FC Haro qui se déplaçait à la Maladière. Alors, la semaine dernière, lors de notre préparation un petit peu de ce match, on évoquait l'irrégularité dont faisaient preuve les deux équipes, hein, Neuchâtel Xamax et le FC Haro. Et puis, chaque match qui engage une de ces deux équipes, on savait pas trop quel Xamax on allait avoir ce vendredi soir et quel Haro on allait avoir en face de nous. Alors, contrairement à la dernière confrontation au Bruglifeld, on a eu le match finalement inversé, même si le score n'était pas le même. On a eu un très bon Xamax contre un très moyen, pour pas dire assez mauvais FC Haro, messieurs. Victoire 3-1 de Xamax. Avant qu'on rentre dans le débriefing un peu du match et des actions, le sentiment général à la fin du match, messieurs. Ah, Mathéo. quand on joue comme ça, si on pouvait jouer comme ça tous les dimanches, ce serait la fête. Non, ce genre de prestation-là fait plaisir parce que ça reste une équipe qui doit, enfin, qui devrait lutter quasiment pour la montée chaque année à Raw. Donc c'est pas une équipe de bras cassés, si vous me passez l'expression. Maintenant, c'est vrai que une bonne résistance dans la première demi-heure, réussir à débloquer le match sur un coup de pied arrêté, et puis une capacité à fermer le sac assez vite en début de deuxième mi-temps avec 2 buts coup sur coup. Donc non, une prestation solide des gars dont on peut être content. Alors, Sam, toi, tu faisais ton deuxième match consécutif en tant que photographe à la Maladière. Qu'est-ce que tu en as perçu un peu de ce match? Comment t'étais à la fin du match, toi? Bon, insatisfait comme tous les supporters neuchâtelois, j'ai envie de dire. Après, c'est vrai que vu l'emplacement où j'étais, le gazon, enfin, c'était un peu compliqué de se faire une idée, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était pas trop mal et puis que niveau offensif, c'était déjà mieux que d'habitude, donc il y a une petite amélioration, j'ai trouvé. C'est intéressant. Oui, Et c'est c'était un motivé. peu aussi le sentiment de nos auditeurs, puisque on a eu assez peu de réactions. D'habitude, quand Xamax gagne, on a un petit peu plus de réactions. Mais je pense que les gens, ils ont aussi profité, voilà, du soleil. Ils ont mis un peu le téléphone dans la poche pendant ce week-end. Donc, on a Mathia qui nous dit enfin.
Grégoire, belle réaction après la défaite contre Thun et avec la manière, on y reviendra. Samuel, solide, bravo, mais petite frayeur de 10 minutes après le but argovien, on reviendra aussi sur ce point-là. Et puis on a Lucas qui nous dit un match incroyable, bravo à l'équipe. Et puis on a encore une personne, mais cette personne n'a pas mis son prénom, c'est SE 2520, son pseudo Insta, qui nous dit beau jeu proposé de la part de tout le monde avec des cœurs rouges et noirs. Donc, comme je disais, assez peu de réactions pour une victoire. Donc oui, moi j'avais aussi le même sentiment à la fin. Hein. Xamax a été la meilleure équipe quasiment de la première à la dernière minute du match. Et puis la victoire était assez logique. Donc après la déroute contre Thun le week-end dernier, un changement de système, messieurs. On a quitté le 3-5-2, 5-3-2 version défensive qu'on avait adopté pendant plusieurs matchs depuis quelques temps, avec un retour, avec une défense à 4 et puis un 4-2-3-1 assez classique. Vous étiez surpris de ce changement tactique, messieurs, ou bien vous vous y attendiez un peu? Mathéo, peut-être. Disons qu'on sait que c'est en jouant à 4 qu'on a joué le mieux cette saison. Maintenant, on sait aussi que l'entraîneur aime bien alterner entre la défense à 3 et la défense à 4. Pas spécialement surpris, mais par contre, souvent ravi de ce que ça donne au niveau des prestations quand la défense à 4 est privilégiée. Ouais, vous l'écouterez après dans l'interview, mais j'ai posé la question à Uli Forte, et puis pour lui, il y avait deux volontés en fait de ce changement de système. La première, c'était une volonté propre à Neuchâtel Xamax, c'est-à-dire qu'il voulait créer plus de jeux d'un point de vue offensif et il n'avait pas été satisfait les derniers matchs. Il trouve que l'équipe avait pas produit assez de jeux offensifs, mais parce que parfois ça manquait un peu de nombre pour attaquer, en plus des problèmes qu'il y a eu dans la dernière ou l'avant-dernière passe, voire dans la finition. Donc il voulait un système de jeu avec un apport offensif plus conséquent. Et puis surtout, il y avait la deuxième partie, c'était une adaptation à l'équipe argovienne, puisque ce vendredi, il y avait l'ancien Neuchâtelois Henri Coidé qui était aligné en pointe. Et puis, autour de lui, tournait l'électron libre Georgiev. Et puis, Valon Fazliou un tout petit peu plus bas derrière ce duo. Mais avec un Georgiev quand même passablement libre. C'était pas deux attaquants. Hein. Il avait beaucoup de liberté. Il évolue un peu comme faux attaquant. Donc, pour Forte, il n'y avait pas forcément de raison d'aligner une défense à 3 plus les deux latéraux qui reviennent défendre, enfin, les deux pistons qui reviennent défendre. Une défense à 4 était suffisante. Et puis avec Fabrice Nsakala et Zakaria Tekame qui même quand ils défendent dans un système à 4, ils sont capables de se projeter vers l'avant, de jouer en 1-2 avec les ailiers et puis d'amener du danger. Donc voilà, il y avait cette double volonté. Alors il a déjà fait à plusieurs reprises ces changements de système et puis parfois ça avait pas porté ses fruits, mais ce vendredi ça a porté ses fruits. Alors bon, jusqu'à l'ouverture du score d'Atekame, il y a pas eu de grosses occasions, mais dans le jeu, on était l'équipe qui avait le plus de velléité offensive et d'aller vers l'avant. Et puis, finalement, c'est assez logiquement que on a ouvert le score. C'était si je ne m'abuse, à la 35e minute, donc dans le dernier quart d'heure. Voilà. Schéma classique, balle arrêtée, but coup de tête sur balle arrêtée. Donc voilà, Zakaria Tekame coupe au premier poteau et puis le défenseur sur la ligne n'arrive pas à sortir le ballon, à le repousser vers l'avant. Il le catapulte dans son propre but. Mais voilà, il n'a pas dévié la trajectoire à proprement parler, donc pas d'auto-but pas d'auto-goal. Ce but est bien attribué à Zakari. Mike, toi, alors on l'a dit avant, hein, tu l'as pas vu ce match, mais t'en as mis quelques-uns, des buts comme ça sur des corners. J'imagine, ça fait toujours plaisir de marquer des buts en tant que latéral. Le job principal qu'on te demande, c'est pas forcément de marquer des buts, mais quand ça rentre, ça fait plaisir. Ouais, c'est clair que en tant que latéral, on en met souvent pas beaucoup. Hein. Après, il y a des latéraux qui marquent pas mal de buts, mais
c'est toujours une satisfaction de pouvoir marquer un but. Comme c'est aussi de pouvoir faire marquer quelqu'un d'autre. C'est vrai que en tant que latéral, je pense on adore centrer et puis que un copain mette un beau coup de tête ou alors qu'il arrive à la mettre au fond, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, Zachary Atekame, on y reviendra après, mais il a fait vraiment un très, très, très gros match. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de lui, Mike. Déjà, parce que tu le connais, et puis aussi parce qu'il a évolué un poste que tu as longtemps occupé à Neuchâtel Xamax. Parle-nous un petit peu de Zachary. Ouais, ben moi j'ai eu la chance de le connaître en jouant avec les moins de 21 avec lui, hein, donc pour ma dernière saison, on va dire avec Xamax. C'est un joueur qui a des qualités physiques qui sont impressionnantes. Et puis en quelques mois, il a eu une progression qui est assez phénoménale. Je crois qu'il est assez complet, il a une bonne patte droite, il met des bons centres. Au niveau de la course, je crois que physiquement et au niveau de la vitesse, il est impressionnant. Et puis tactiquement, il a fait des progrès qui sont impressionnants. Donc c'est un latéral complet, un latéral de foot moderne, on va dire. Mhm. On a l'impression quand on le voit progresser comme ça, Zachary, que bien entouré, avec des bons choix autour de lui, épargné par les blessures, il peut aller très haut. Je pense que Là, il c'est un traverse une garçon première intelligent. étape en partant à Young Boys, en allant voilà en Super League, probablement ce qui se fait de mieux au niveau suisse depuis les 10 dernières années. Donc voilà, s'il continue dans cette progression-là, voilà, il peut aller très très haut, hein. Oui, bah, je pense que ça va être un sacré challenge pour lui maintenant d'aller à IB. Ça va pas être facile tout le temps, hein. Je pense qu'il va Mhm. avoir de la concurrence là-bas, mais c'est aussi un environnement qui va lui permettre de grandir encore et puis déjà s'installer, on va dire durablement à IB et puis pourquoi pas par la suite aller encore à l'étranger. Mais voilà, je pense qu'il faut prendre étape par étape. Je crois que c'est aussi un garçon qui est assez calme dans la tête et puis assez posé. Donc non, je suis assez confiant pour lui. Maintenant, voilà, le football, ça peut aller très vite d'un sens comme dans l'autre. Donc en tout cas, je lui souhaite le meilleur parce que c'est un tout bon garçon. Ouais, effectivement, moi je confirme ça aussi. Maintenant, je le côtoie en interview depuis quelques temps. Dans les victoires comme dans les défaites, il vient toujours. Il a des analyses qui sont très lucides, mais il est aussi extrêmement sympathique. Donc voilà, l'autre jour hors interview, je lui ai glissé un gros tu vas nous manquer parce que vraiment, je pense que c'est un joueur qui va énormément nous manquer. Et puis je pense que le remplacer, c'est un gros challenge pour la direction sportive actuellement du club parce que bah, qualitativement, il est là, quoi. Il est déjà, je pense, un des tout meilleurs latéraux droits de Challenge League. Donc, avec son jeune âge. Donc voilà. Ok, pour en revenir au match, 1-0 à la mi-temps. Messieurs, je pense que 1-0 à la mi-temps, c'était le bon score. Xamax méritait d'être devant, mais on n'a pas été non plus ultra dominateur. Et puis le FC Arrow c'est rien procuré. Donc voilà, à la mi-temps, vous étiez dans quel état d'esprit, Mathéo? Toi, tu te disais bon il faut continuer à bien attaquer, à ouvrir, ou bien est-ce qu'on laisse un peu venir les Argoviens, on laisse passer l'orage? Tu voyais comment le premier quart d'heure de la première mi-temps, toi? De la deuxième Alors, mi-temps, pardon. je savais que c'était bien parti. Maintenant, on n'est pas une équipe qui, historiquement, ces dernières saisons, se montre très très solide à tenir quand on a encore un score en notre faveur, mais qui est encore tout à décider, si on veut bien. Donc, moi, je me disais, voilà, c'est une bonne pierre de poser. Maintenant, il reste 45 minutes. C'est pas, on n'est pas encore, on est loin d'être à l'abri encore, même si ce CRO comme souvent cette saison finalement, parce que c'était le cas aussi lors du match de décembre à la Maladière, était pas transcendant, mais il fallait clairement, fallait pas se ruer à l'abordage, mais fallait pas rater les occasions qu'elle allait se présenter à nous pour clore la discussion. C'est ce qu'on a fait en début de deuxième mi-temps.
Totalement. Uli Forte, vous l'avez entendu hein, la semaine passée, il n'était pas du tout satisfait de l'implication de l'équipe dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Il a évoqué, c'est rare aussi qu'il évoque le mental de l'équipe, mais il l'avait fait la semaine dernière. Il a trouvé que voilà, il y avait eu des graves erreurs de placement, des largesses dans le marquage. Donc moi je m'attendais à ce que l'équipe corrige ça, peu importe le score en fait à la mi-temps, que ce soit un match nul ou bien un avantage pour l'une ou l'autre des équipes, mais je m'attendais à ce que l'équipe soit vraiment bien concentrée et motivée. Et puis, et ben finalement, elle a pris le FC Arrow à la gorge hein, en inscrivant 2 buts dans ce premier quart d'heure. Donc, le premier but, Mathéo, toi, t'étais bien placé, hein, t'étais face au but de Hubel. Parle-nous un petit peu de ce but. Tu dis le Avec deuxième, donc. Hein. ouais, le deuxième, c'est-à-dire un gros travail de Zach sur le côté, puis la finition de Danilo. Enfin, parce que finalement, ce but, il a pas, sur le moment, il a été donné à Hadji, mais la Ligue l'a attribué à Danilo. Ouais, alors même magnifique décalage sur la droite pour Zach qui trouve Del Toro au centre quasiment première intention et puis une magnifique triangulation entre décalage sur la droite, retour au centre et puis la conclusion de Danilo qui a fait pour le coup ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu autant impliqué dans des buts marqués avec Saint-Max, parce que c'est vrai que ce deuxième tour, il n'a pas toujours été titulaire et pas forcément à tort. Et il a rappelé sa qualité technique et l'implication qu'il peut mettre sur un match comme celui de vendredi soir. Totalement, ouais. Danilo, vous l'entendrez après à l'interview, il a envoyé un signal fort aussi à son coach. Je suis d'accord avec toi, hein, il avait eu des prestations assez compliquées, mais c'était dans une période où l'équipe, en général, ne tournait pas bien. C'était pas juste lui. Et puis ensuite, il a eu cette blessure à la main qu'il a laissé hors du terrain pendant deux, trois semaines. Et puis ensuite, voilà, il a fallu revenir. Il avait déjà montré de très belles choses à Sion, j'ai trouvé. C'est lui hein, qui a donné l'impulsion à Sion pour que l'équipe prenne l'avantage. À Thun, il est rentré, mais le contexte était déjà extrêmement défavorable, donc voilà, c'était compliqué. Mais voilà, titularisé ce soir, et puis il a pleinement justifié sa titularisation sur le côté droite dans ce 4-2-3-1 qui lui convient si bien et qui prouve que quand il est bien dans son corps et bien dans sa tête, bah, il est un très bon joueur de Challenge League. C'est Donc clair. voilà, 2-0. À ce moment-là, on se dit bon, voilà, on a déjà pris un premier avantage, mais on continue à pousser. Alors c'est dommage qu'Alex soit pas là parce qu'il a tout de suite réagi sur ce troisième but en disant waouh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un si beau jeu. Alors moi j'ai envie de dire, ça faisait depuis le but de Jesse Autier à Nyon qu'on n'avait pas vu une aussi belle combinaison. Raconte-nous comment tu as perçu ce but, Mathéo. Je te pose pas la question, Sam, c'est pas que je veux pas, hein, mais je pense que tu étais concentré sur autre chose à ce moment-là. T'as pas forcément vu toute l'action se développer. C'est juste. Hein. Ouais, surtout à ras le terrain, tu vois pas la construction comme si tu étais en hauteur. Donc, ouais, Ouais, effectivement. totalement. Donc, je te sollicite à nouveau, Mathéo, sur ce petit bijou de Dominique Schwitzer à la conclusion, mais c'est un petit bijou aussi de la part de Danilo Del Toro à nouveau et de Samir Ramidzi, même s'il touche pas le ballon, mais on va y Ouais. venir. Ouais, non, mais déjà une superbe récupération de Del Toro au milieu du terrain qui coupe la passe argovienne. Et puis à partir de là, il part à grandes enjambées sur le côté droit. Il trouve Schwitzer de l'autre côté qui va conclure d'un ballon piqué. J'ose la comparaison. Je sais que c'est osé, mais à la Lionel Messi. Ah oui, oui quand même, oui. Avec tiens, Ouais. parce que bon, c'est le genre de ballon. Il a vraiment pour le coup là, il a vraiment le sang-froid d'un vieux briscard devant les buts. Alors que c'est pas nécessairement un neuf. Hein. À Lausanne, il avait des fonctions sur le côté, mais il était offensif, mais pas jusqu'à venir conclure comme ça dans les 16 mètres. Et puis ouais, une conclusion plein de sang-froid qui nous permet à nous de voir la fin de match plus sereinement, quoi. Ouais. Mike, Dominique Schwitzer, de par sa position et la tienne à l'époque, c'est un joueur que tu as eu 2, 3 fois en face de toi, hein. Oui, c'est un joueur que je pense qu'on a fait quelques matchs l'un contre l'autre. C'est un bon joueur, voilà, avec
un super pied gauche. Non, c'est un bon joueur, en tout cas, de Challenge League, ça c'est sûr. Mhm. Ouais, il fait effectivement une conclusion. Alors moi, je voulais aussi saluer l'intelligence de jeu de Samir Hamidi. Alors il a statistiquement ce but, il y aura rien de lui, mais il fait un magnifique appel qui attire le défenseur central et puis qui libère Dominique Schwitzer sur la gauche, puisque le défenseur de Schwitzer était à ce moment-là un petit peu avancé. Donc voilà, un très très bon appel de Samir Hamidi. Peut-être que si Danilo lui met le ballon à lui, eh ben peut-être qu'il était juste un tout petit peu hors jeu, mais peut-être pas. Mais en tout cas, il fait un superbe appel qui fait le décalage. Après, Schwitzer, même si l'angle se fermait, même s'il y a un défenseur qui venait, bah, Ramizi a poursuivi l'effort et il aurait pu lui glisser la balle. Donc c'est pas une triangulation en soi, mais c'est un but où l'intelligence et la technique de ces trois joueurs ont fait merveille. Et puis c'est allé extrêmement vite. Hein. C'est pas, on n'a pas traîné sur ce but-là. Tout le monde a fait le geste qu'il fallait au bon moment. Et puis voilà, un superbe but. Et à ce moment-là, 3-0, on se dit bon, on va peut-être avoir un Xamax Toon bis où l'équipe adverse est assommée. Et puis ça aurait pu. Hein. Après, il y a encore eu quelques grosses occasions. Et puis ensuite, ben, ouais, c'est finalement pas si longtemps après le but de Schwitzer, à la 61e, on va dire le seul tout petit, mais vraiment tout petit grain de sable de cette soirée. Alors, il y en avait eu un avant, hein, Théo Guivarch a fait une relance un petit peu courte, et puis, fort heureusement, le joueur argovien après a tiré à côté. Ça a été une alerte sans frais. Et puis là, Alex Winkler voilà, qui rate une passe de son mauvais pied dans l'axe pour son compère de la défense. Je sais, oui, non, c'était encore Ahirovic. Il n'était pas sorti, je crois, à ce moment-là. Et puis Georgiev récupère le ballon, se présente seul devant Guivarch et puis lui glisse le ballon au moment où il se couche. 3-1. Alors, je le disais avant, on a un internaute qui disait 10 minutes de frayeur après le but de Haro. Vous l'avez senti comme ça, messieurs? Vous avez eu peur après ce but de Georgiev ou vous étiez assez tranquille? Mathéo, toi t'étais tranquille ou pas? J'ai pas nécessairement eu peur. Je t'avoue que s'il y avait eu 3-2 peut-être avant la 80e, là j'aurais fortement commencé à trembler. Je dirais plus que la façon dont arrive ce but est toujours un peu frustrante parce que c'est là que tu vois que voilà, tomber dans la facilité, on voit ce qui arrive. Mais non, franchement, au vu du regain justement de boost hein, qu'a dû donner le deuxième et le troisième but en début de deuxième mi-temps, à ce moment-là, j'ai pas forcément tremblé. Ouais, moi j'étais assez serein aussi parce que ce but il est arrivé comme tu disais sur une erreur une grossière erreur de notre défense. Ensuite, Haro n'avait pas été extrêmement dangereux. Ils avaient beaucoup de peine à se trouver. Ils ont alterné des mauvaises passes, des mauvais choix. Et puis ils avaient quand même en face une équipe qui défendait bien. Hein. On leur a pas laissé beaucoup d'espace pour développer leur jeu. Je pense Valon Fazliou qui avait été partout lors du dernier Roxamax, qui nous avait mis la misère. Il avait mis 2 buts. On a quand même beaucoup limité son impact du jeu. Enfin, je pense que Kenan Fatkic a beaucoup limité son impact dans le jeu argovien. Et ils ont eu toutes les peines du monde à, voilà, à se créer des occasions. Mike, tu as certainement déjà vécu un peu cette situation où voilà, l'équipe domine, l'équipe concrétise, il y a 2, 3 buts d'avance et puis ensuite tu as une petite boulette comme ça qui remet l'adversaire dans le jeu. Mentalement, dans des moments comme ça, tu te dis quoi? Tu te dis on arrête de faire des boulettes et puis ça va aller, ou bien tu te dis il faut qu'on fasse gaffe, peut-être que ils attendaient un truc comme ça pour revenir fort en face. Non, alors c'est vrai que bah, ces résultats, ils sont pas toujours faciles à gérer en fin de match. Après, voilà, 3-1, c'était un score qui était encore assez simple à vivre. S'il y a le 3-2 qui vient, c'est vrai que bah, Mhm. tu penses différemment, tu oublies de jouer peut-être des fois, et puis tu essayes de fermer la maison sans vraiment prendre de risques, et puis ça donne un match où bah, il y a plus vraiment de foot, et puis c'est voilà, des longs ballons, et Ouais, puis c'est ça. c'est pas très plaisant pour le public, si ce n'est qu'il y a voilà, cette petite tension du résultat. Mais au niveau du jeu, ça reste des fins de match qui sont des fois pas très très sexy, on va dire.
Ouais, alors je sais pas, là je sollicite un peu les fans dans nos animateurs. C'est vraiment, vous êtes d'accord avec ce que dit Mike, c'est pas sexy ces fins de match où c'est désordonné, il y a des longs ballons, ça part en cacahuète, ou bien au contraire vous adorez ça? Non, c'est pas C'est sexy. plus des matchs qui sont sympas au niveau de la tension Ouais. qu'au niveau de la qualité du jeu, je dirais. C'est pas parce qu'on sait après comment ça se passe, des longs ballons, les ballons contre. Enfin, il y a un peu plus de chances que le match il commence à partir en vrille, pour pas utiliser un autre mot si ça doit arriver. Mais non, c'est vrai que c'est pas les moments les plus agréables pour les supporters. Si on tentait qu'on est un peu cardiaque ou qu'on est un peu pessimiste, ou bien je m'imagine aussi pour les joueurs sur le terrain. Ouais, moi j'aime bien un peu ces moments comme ça parce que tous les plans tactiques que tu peux faire à gauche à droite, ils partent en voilà, ils partent en vrille et puis voilà, c'est tout le monde dans la surface, tu sais plus quel mec tu dois marquer, enfin c'est vite le gros bordel. T'as tout d'un coup des défenseurs centraux qui jouent 10 minutes à la fin avant-centre pour dévier de la tête. Enfin, c'est le football, c'est aussi un sport d'émotion et puis des fois on a besoin de moments un peu pas forcément sexy mais où il y a comme tu disais Mathéo pas mal de tension à ce moment-là. Alors bon, il n'y a pas eu ça parce que Haro a pas voulu faire des longs ballons, même à la fin. Ils ont toujours voulu construire, mais ils étaient pas dans un bon soir. Et puis nous, on était dans un bon soir. Donc, je pense que Alex Winkler, il était extrêmement déçu de lui-même et puis il a fait une fin de match où il a plus pris trop de risques dans ses passes latérales ou vers l'arrière. Et puis voilà, on a fait des changements pour reposer un peu certains hommes qui avaient beaucoup donné. Haro a fait des changements plutôt orientés vers l'offensive. Évidemment, ils étaient menés au score, mais c'était une fin de match assez tranquille pour les supporters de Châtelois. Et puis je pense un petit peu ennuyeuse pour les spectateurs neutres s'il y en avait dans le stade ce soir-là. Donc moi j'ai noté aucune grosse occasion dans le dernier quart d'heure du côté argovien et puis pas vraiment du côté neuchâtelois non plus. Il y a eu des occasions de contre mais qui ont été freinées avant même de naître ou bien alors qui ont pas été bien négociées. Donc voilà, c'est assez logique que le score soit resté à 3-1. Un score qui finalement fait nos affaires. Alors même si on compte toujours un match de plus que la plupart de nos adversaires, puisqu'on a déjà joué le match de la 32e journée contre le FC Sion. Mais voilà, on a battu un concurrent direct qui est le FC Haro, donc ça nous propulse à la 3e place. Et puis aujourd'hui, Ville et le Stade Lyonnais ont terminé sur un score nul et vierge de 0-0. Donc ce qui fait que à la fin de la 29e journée, on a un match en plus, mais on a un point d'avance sur le Stade Lyonnais, 2 sur un duo de composé de Ville et Haro. Et puis Vaduz, c'est déjà à 4 points. Et on commence vraiment à creuser un trou avec Chafouz et Bellinzone, plus 8, et puis plus 11 par rapport au FC Baden. Voilà, on espère que l'équipe a été vraiment mise en confiance par rapport à ce match, et puis qu'elle abordera le match la semaine prochaine un encore un peu plus délivré, j'ai envie de dire, et puis qu'elle livre une prestation assez similaire contre le FC Chafouz. On en parlera un peu plus en fin d'épisode. Messieurs, encore quelque chose à dire sur ce match? Non, Pas c'est pour tout ma bon pour moi. part. Ok, alors, je propose qu'on passe sans outre à la rubrique suivante. Jingle. Voilà, la rubrique suivante, c'est l'interview de notre invité, Mike Gomez. Donc, Mike, j'ai ma petite tradition. Moi, j'aime bien évoquer quelques faits concernant nos invités. Donc, Mike, toi, tu es né le 19 septembre 1988 à Neuchâtel. Outre ta longue carrière neuchâteloise, tu as porté, sans compter en junior et après Xamax, hein, mais tu as porté au niveau professionnel les maillots également de d'Yverdon Sport et du Servette FC. En ce qui concerne Neuchâtel, c'est au niveau professionnel 330 matchs avec la première équipe, 33 avec la deuxième équipe, hein, que ce soit en tout début et en fin de carrière. Tu as été aligné à 94 reprises en Super League, 157 matchs en Challenge League, ainsi que 20 matchs de Coupe de Suisse. Durant ta carrière à Neuchâtel, tu as inscrit 10 buts et délivré 30 passes décisives.
Donc voilà, une très très longue et belle carrière sur laquelle on va revenir gentiment au travers de nos questions. Alors Mike, toi, le virus du foot, tu l'as depuis que tu es tout petit, hein, j'imagine. Tu as commencé à quel âge à jouer au foot? Ouais, alors depuis tout petit, alors d'abord c'était voilà dans la rue avec les copains un petit peu au terrain de foot, etc. Et puis j'ai dû commencer au FC Autrive quand j'avais je sais pas 5 6 ans, 7 ans, peut-être 6 ans je pense, à l'école de foot finalement. Et puis depuis là, j'ai jamais arrêté. Ouais, Sam. Alors Sam, je reprends du coup. Il est voilà. Alors du coup Mike, quand tu as commencé à jouer vers l'âge de 5 ans, comme ça, on était dans le début des années 90. C'est qui les joueurs qui te faisaient rêver à ce moment-là? Mais je me souviens pas des joueurs quand j'étais tout Ou petit. bien après, Mais un petit peu plus tard, dès le moment où tu te souvenais, quand tu avais 10 ans ou à l'adolescence, tu as des noms comme ça de joueurs qui te reviennent? en ayant un papa portugais, c'était beaucoup les joueurs portugais. Donc il y a eu Mhm. Figo en premier qui était voilà le joueur emblématique de notre sélection. Après, il y a eu aussi Rui Costa, qui était un joueur un petit peu à part, avec une vista du jeu qui était phénoménale. Et puis, dans mon adolescence, voilà, c'est les premières années de Cristiano Ronaldo qui était mon idole alors, au début, on s'en rendait pas compte, mais par son travail et puis son implication dans le foot, quoi. Ouais. Du coup, quand Cristiano est venu à Neuchâtel, t'as fait un peu les groupies ou bien? C'était en Non, mais j'étais 2000. allé voir j'étais allé voir les entraînements, ouais, ouais. Mais malheureusement, non, je l'avais pas croisé. Ok, pas de souci. Alors Sam, Ouais. As-tu joué à d'autres postes que celui de défenseur durant ta carrière? Ouais, alors quand j'étais plus jeune, j'ai toujours joué sur le couloir en fait, principalement. Donc j'ai joué aussi milieu sur les couloirs, à gauche, à droite. Et puis sinon, voilà, j'ai joué un petit peu défenseur central pendant les saisons à Xamax. Et puis il m'est arrivé une fois de jouer milieu défensif contre le FC Bâle. oh, ouais, Ça change tant que ça. Ouais, alors en étant un joueur de couloir, c'est vrai que quand t'as pas la ligne à côté de toi, t'es un peu plus perdu au niveau des orientations, etc. Donc c'était assez spécial, mais dans l'ensemble, ça s'était assez bien passé. Tip top. Tu intègres du coup le contingent de la première équipe de Xamax lors de la saison 2007-2008 en disputant 2 matchs. Est-ce que tu te rappelles du premier et est-ce que tu arrives à nous citer les 10 joueurs qui sont à tes côtés au coup d'envoi? on va tester un peu Alors, les animateurs. Je sais pas si messieurs les animateurs, vous êtes allés chercher l'info. Moi, je l'ai fait. J'ai là devant mes yeux la date exacte et puis l'adversaire que tu as affronté, Mike, enfin que Xamax a affronté ce soir-là avec pour la première fois Mike Gomez. Voilà, on va tester un petit peu tes connaissances, Mike, d'entrée. non, alors la date, je me souviens parce que voilà, c'était un 23, c'est un numéro qui marque toute ma vie finalement parce que c'était aussi mon numéro de foot. Totalement. Et Ouais. puis, et puis mon fils est né le 23 avril, donc voilà, le 23, il a une signification un peu spéciale pour moi. Et puis là, ça devait être au mois de février, si je me trompe pas. Totalement. Ouais. Et puis, par contre, le 11 de base, ça va être compliqué On va, à on va s'en t'aider un souvenir. petit peu. On va t'aider un petit Dans les peu. Gaules, L'année, évidemment, bah, on l'a déjà donné, hein, puisque c'est la saison 2007-2008. Donc, c'était effectivement le 23 février 2008. Tu te souviens dans quel stade et contre qui? sûr, c'était à Zurich contre Getse. Totalement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était un petit peu spécial pour moi parce que finalement, j'étais au courant on va dire que le matin même du match que j'allais jouer, puisque en fait, j'ai joué parce que Tierno Ba était devenu papa pendant la nuit. Donc voilà, c'est le matin même que Gérard Castella m'avait dit, écoute, aujourd'hui, ce sera ton premier match. Ah Donc ça, ouais. c'était la petite anecdote. Après, au niveau de l'équipe, au goal, on avait Tsubi, je pense. Totalement. Tsubi au but. Ouais. La défense, c'était à 4, du coup. Ouais, alors il devait avoir Bell dans l'axe. Ouais. Le deuxième central, c'était qui? C'était peut-être
Alex Queno, possible? C'était Alex Queno, bien vu. Alors, le latéral droite, c'est bon, hein. Latéral droite, c'est bon, je m'en souviens. À gauche, ça me vient pas comme ça. Alors, est-ce que les animateurs ont une petite idée pour aider Mike? Ah, c'est pas le plus facile, hein. J'ai Non, un c'est blanc. vu, hein. Non, c'est Franchement, vu. les souvenirs vont et viennent. Je me serais pas rappelé. C'était Pascal Yenny, le latéral Ah gauche. ouais, Ah ok. ouais. Ensuite, on Oui. avait deux joueurs dans l'axe du milieu de terrain. Bah, il devait avoir Chiab, parce que je Il y m'en avait souviens. Tariq Chiab, ouais, totalement, bravo. Vraiment. Et puis, le deuxième, c'est pas le plus facile non plus. Je l'aurais pas eu, je pense, celui-là. Non, je vois pas comme ça dans l'axe. Euh, Non, alors, je me souviens pas. Initial RR. RR, ouais. Euh, je l'ai. Tu l'as? Ouais. Richemont-Rac? C'était Richemont-Rac. Richemont Rac, bravo, ouais. Ok. Ouais, ok. Et puis ensuite, on avait, alors je suis pas sûr de la position, mais on va dire les quatre joueurs offensifs. Bon, il y en a un, si tu ne l'as pas, c'est impardonnable. Ouais, bah, il devait avoir Nude. Il y avait Nudes, effectivement, ouais. Et puis ensuite, les trois autres, Julio Rossi aussi, je pense. il y avait Julio Hernan Rossi, bravo. Il en manque plus que deux. Et puis après, est-ce que c'était Steven qui jouait, Steven Lang? Non, c'était pas Ou... Steven. Ouais, il y a peut-être Slikovic. Bravo, Johnny Slikovic, ouais. Et puis il te manque que un des deux attaquants, Qui c'est qui pouvait jouer devant? un joueur étranger. Euh, c'est difficile de remettre les. C'est très dur, hein. C'est Je loin, vais te donner un peu les hein. indices. C'était un joueur brésilien. Ah ouais. C'est ce que je pense, c'était une pive. Alors il avait une belle carrière à IB, mais chez nous il a flop malheureusement. Polo. Joao Paulo, ouais, bravo. Ouais, c'était Ouais. Joao Paulo. Alors bravo, hein, Mike, parce que sans aide aucune, t'as trouvé la quasi-totalité. Hein. On a dû t'aider un peu pour Rack, Yenny et Joao Paulo, mais sinon, voilà, joli pour dire que c'était un match qui a eu lieu il y a 16 ans de ça. T'en gardes encore un super souvenir. Tu te souviens du score? Oh, on avait perdu. Je pense 1 ou 2-0, non? Alors, j'ai pas noté sur ma fiche de notes, je dois juste aller le rechercher. C'était une Perdu. défaite 2-0, effectivement. Ouais, contre Getzier, ouais. Et puis, les buteurs, ouais, je crois que c'est pas noté là sur la page sur laquelle je suis, mais c'est pas grave. Voilà, ben Ouais. bravo Mike. On testera peut-être. C'est une question que je trouve intéressante. Je l'ai intégrée pour la première fois, mais on va peut-être l'intégrer avec notre invité de la semaine prochaine, dont on vous donnera le nom en fin d'épisode. Je suis sûr qu'il sera aussi très content peut-être de se livrer à ce petit jeu-là. Voilà. Du coup pour poursuivre, donc quand tu intègres la première équipe de Xamax, tu as notamment commencé à la même période que des joueurs comme Bastien Geiger et Sébastien Wittrich. Parmi les jeunes Neuchâtelois de ta génération, lequel t'a le plus impressionné techniquement? Bah, vous l'avez cité, je crois que Sébastien Wittrich, voilà, il avait quelque chose de spécial, une vista pied gauche aussi qui était assez exceptionnelle, et puis il était très précoce, quoi. Il devait avoir 2 ou 3 ans de moins que moi, et puis lui, il avait déjà intégré un petit peu au niveau des entraînements avant moi la première équipe, donc c'était un joueur très précoce, et puis qui a vite enchaîné les matchs aussi. Je crois il a beaucoup plus joué que moi au tout début. Donc c'est vrai que bah voilà, c'était un talent hors norme quand même. Sinon, au niveau des jeunes, bah voilà, Bastien, il avait déjà aussi intégré la première équipe avant. Et c'était bah voilà, un super joueur, voilà, un latéral, donc c'était aussi un exemple pour moi quand je suis monté avec la première équipe. Sinon, au niveau des jeunes, bah, il y a Max Veloso qui est arrivé après aussi, un joueur important, on va dire, dans ma carrière, puisque on a joué pas mal d'années ensemble, et puis on va dire les plus belles. Après, bah, il y a Faki aussi qui a joué un petit peu avec nous. Ouais, il y a eu quelques jeunes, et puis finalement, on s'est tous un petit peu retrouvés durant ces étapes à Xamax.
Ouais. Lors de la saison 2008-2009, tu commences à obtenir plus de temps de jeu, tant avec Clausen qu'avec Geiger. Comment tu vis cette saison? Bah, c'était la première saison où je me sentais quand même faire partie de l'équipe. Je veux dire, voilà, la saison d'avant, j'ai pu rentrer une ou deux fois sur le terrain, mais c'est vrai que t'es toujours le petit jeune qui est à l'entraînement, qui doit progresser. Et puis, c'est vrai que Clausen m'a donné confiance et puis m'a permis d'enchaîner les matchs. Et c'est vrai que on va dire que c'est le début de carrière où tu prends plaisir sur le terrain, tu découvres les stades et puis tu commences à vivre ton rêve en fait. Mm. La saison suivante, lors de la saison 2009-2010, tu vois ton temps de jeu un peu diminuer alors que tu es en pleine progression. À ton poste évolue un certain Omar Abdullah qui joue presque tous les matchs. Tu le vis comment? C'était assez dur, mais après j'étais un jeune du club, je savais que il y avait de la concurrence et puis que ça faisait partie du foot, donc c'était pas évident, mais finalement j'étais toujours en période de progression où je devais prendre un peu d'expérience. Et puis j'avais encore beaucoup de choses à travailler pour m'améliorer. Et puis c'est vrai que Omar, c'était un joueur assez spectaculaire qui pouvait courir pendant 3 heures sans s'arrêter, qui avait une vitesse hors norme. Enfin, c'était un petit peu l'opposé de moi finalement, on va dire. Moi, j'étais pas un joueur très rapide, on va dire. Et puis il avait assez bien fait. Et puis finalement, j'ai aussi appris de cette période-là. Et puis ça a pas été si dur que ça à vivre parce que il fallait progresser. Et puis j'ai profité aussi de ça pour profiter à l'entraînement de travailler. Et puis finalement, quand t'as pas le week-end qu'elle a, tu peux faire plus d'efforts la semaine pour travailler d'autres des gestes que tu connais pas, quoi. Ouais, alors tu te sous-estimes un petit peu, Mike, parce que moi j'aimerais bien être pas rapide comme toi, hein, quand même. Effectivement, Omar Ouais, Abdullah, lui, il allait à 200 à l'heure et il pouvait courir pendant 3 heures. Il était infatigable. Il avait même pas 3, il avait 4, 5 poumons. Mais je pense que d'un point de vue de rapidité, après, dans ta période, dans ton prime, tu te défendais très bien, hein. Ouais, les supporters, on t'a jamais considéré comme un joueur lent, hein, à Neuchâtel. Donc voilà. sur les premiers mètres, j'étais pas très explosif. Après, quand j'étais lancé, ça allait. Mais c'est vrai que ça a toujours été un point que j'ai voulu améliorer. Mais finalement, je pense qu'il y a une partie de génétique qui m'a pas permis de plus m'améliorer que ça. Après, ça m'a permis aussi de compenser par d'autres aspects, notamment tactiques. Mhm. Et puis voilà quoi. On fait aussi avec les qualités qu'on a ou qu'on n'a pas dit. Il y a ta taille, hein, aussi qui joue un rôle. Tu mesures combien déjà, Mike? Rappelle-moi. Oh, je fais 1m80, hein. Je suis ni petit ni grand. Ouais, Je c'est suis dans la ça. moyenne. Mais voilà, les joueurs rapides, ouais, ils font pas tous 1m80, en principe, c'est vrai. Ouais. Avec Ouais, un centre de gravité, plus le centre de gravité est bas, plus en tout cas l'explosivité, elle a de chance d'être là. Ouais. c'est ça. Du coup, ouais, parmi les anciens joueurs du club avec lequel tu as évolué et qui est passé par ce podcast, il y a Carlos Varela avec qui tu as évolué justement durant la saison 2009-2010. Qu'est-ce que son expérience de joueur a apporté à des jeunes comme tu l'étais à l'époque? Ouais, alors Carlos, c'était un personnage, hein. Il avait un caractère qui était bien trempé, on va dire. C'était pas, je pense, le joueur qui discutait le plus avec les jeunes. Par contre, c'était un exemple de compétitivité, on va dire. C'était vraiment le gars qui voulait gagner tous les matchs, qui arrivait aussi à sortir ses adversaires du match. C'était quelqu'un de très malin. Et puis, c'est quand tu sors des juniors, t'as pas encore cet aspect de compétitivité qu'il y a chez les adultes, en fait. Et puis lui, c'était, je pense, l'image pour faire comprendre ça aux jeunes, on va dire. Mais est-ce que tu penses pouvoir dire qu'il a été, ça a été un exemple assez précoce et précieux dans le début de ta carrière? Non, je l'ai côtoyé. Après, comme je l'ai dit, c'est pas la personne avec qui j'avais le plus d'affinité, dans le sens où qui me donnait des conseils. Je pense notamment à Tariq Chiab, qui lui
qui est souvent venu vers moi pour discuter, pour me donner des conseils, etc. Carlos, c'était le joueur sur le terrain et puis tu étais avec lui, tu avais intérêt de gagner, sinon il te mettait la chasse quoi. Mais c'était un super joueur. Et puis ouais, comme je dis, c'est l'exemple type du joueur malin et qui voulait gagner tous les matchs. Et puis que quand t'es adversaire, t'aimes pas jouer contre ce genre de joueur parce qu'il te rentre dedans, il te sort du match. Et puis surtout, c'était un super joueur quoi. C'est certain. Ouais. En 2010-2011, du coup, tu décides de partir à Yverdon en prêt pour obtenir un peu plus de temps de jeu. Comment se passe cette expérience et surtout comment est-ce que toi, en tant que Neuchâtelois, tu vis l'arrivée de Chagaïev au pouvoir depuis le bout du lac? Ouais, alors déjà, je suis parti à Yverdon parce que je m'étais blessé pendant la saison avant. Donc, je m'étais fait opérer au mois d'avril dernier. Là, j'avais des petits soucis avec des hernies inguinales. Et puis, j'ai débarqué à Yverdon en fin de convalescence. Donc, j'étais pas dans une forme optimale, on va dire. Et puis, ça a été assez difficile. Je pense pas que c'était une très belle saison pour moi à Yverdon. Mais ça m'a permis de prendre un petit peu d'expérience, d'enchaîner des matchs de Challenge League. C'était pas forcément facile parce que j'étais aussi dans une équipe qui tournait malheureusement pas très bien. Et puis ça m'a aussi permis, comme je l'ai dit, de créer de l'expérience et puis de continuer, on va dire, dans le monde d'adulte. Ouais. Lors de ton retour à Neuchâtel, tu Excuse-moi, disputes par rapport ensuite excuse-moi, beaucoup. Mathéo, par rapport à l'aspect de l'arrivée de Chagaïev qui arrive en cours de saison avec tout ce qui se passe. Toi, tu le vois comment? C'était une deuxième partie de la question aussi en tant que Neuchâtelois. Comment tu sentais l'arrivée de Bulat Chagaïev en tant que Neuchâtelois et puis en tant que joueur de Xamax? Parce qu'à ce moment-là, t'es prêté, mais tu sais que tu vas revenir à la fin de la saison. Tu sentais un peu ce qui allait arriver. Tu avais des contacts avec, par exemple, je pense avec tes coéquipiers qui te racontaient ce que Chagaïev était en train de faire depuis le mois d'avril, le mois de mai de la saison de cette saison-là, ou tu restais complètement en dehors de ça? Non, alors j'avais deux, trois contacts avec des coéquipiers, disons, mais c'est vrai qu'au début, on se rendait pas vraiment compte de ce qui allait se passer. On avait tous attendu et vu la folie des grandeurs au début, donc d'un sens, on espérait que ça allait apporter quelque chose, hein, et puis que ça allait être une belle période pour Xamax, il y avait de l'argent, etc. Mais en étant à Yverdon, j'étais un petit peu à part. J'avais peut-être souci en me disant que maintenant j'étais prêt à Yverdon et que ça allait être très difficile de revenir à Xamax. Et puis finalement, j'ai commencé la préparation donc la saison suivante et puis ça s'est très bien passé. Mais on n'avait pas encore on pouvait pas encore imaginer ce qui allait se passer plus tard, disons. Mhm. Justement, on y vient. Justement, on y vient. Donc, lors de ton retour à Neuchâtel, tu disputes beaucoup de matchs, notamment pendant la période où Victor Munoz est sur le banc. Comment est-ce que tu vis, on va dire, l'ensemble de cette demi-saison qui s'achève, enfin, qui mène ensuite à la faillite? Ouais, alors franchement, c'était très spécial d'un point de vue footballistique. Je pense que c'était la saison presque la plus plaisante pour moi parce que Victor Munoz me faisait énormément confiance. Euh, on avait une super équipe, hein, ça tournait plutôt bien, on avait des bons résultats sur le terrain. C'était magnifique de pouvoir jouer avec des joueurs d'un niveau supérieur, on va dire. Les David Navarro, les Caluche, Victor Sanchez, c'était exceptionnel de pouvoir jouer avec des gars comme ça. Et puis de l'autre côté, il y avait ces problèmes avec Chagaev, les problèmes de salaire, toutes ces histoires autour du club qui étaient assez difficiles à gérer. Mais ouais, j'ai eu en fait le côté footballistique qui était exceptionnel et puis d'un point de vue humain, c'était assez difficile à vivre. Ouais. Au moment de la faillite, je sais pas si j'ai bugué, excusez-moi. Au moment de la faillite, tu es l'un, si ce n'est le seul joueur à rester à Neuchâtel Xamax avec les moins de 21, pardon. Peux-tu expliquer ce choix alors que tu avais sûrement la possibilité de rester en Super League ou en Challenge League?
Ben, en fait, j'ai pas eu tant d'opportunités que ça au moment de la faillite. J'ai eu des discussions avec des clubs de Challenge League et puis après, ben voilà, j'avais des bons contacts aussi avec justement avec Victor Munoz, le coach. Et puis lui essayait de chercher quelque chose pour moi. Donc j'ai eu deux trois touches avec un ou deux clubs en Espagne. J'ai eu un truc avec un club en Pologne, mais finalement ça s'était pas fait. Et puis ben, c'est vrai que ben, j'ai fait 6 mois du coup avec les M21 pour me maintenir aussi. Et puis après, j'ai eu ben, voilà, cette opportunité d'aller à Servette via ben, Geoffrey Tréant, en fait, qui avait parlé de moi avec le coach qui était là-bas, qui était Alves. Et puis, ben, voilà, c'était une belle opportunité pour moi de pouvoir retourner en Super League. Et puis, ben, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Ok. Au moment où tu signais à Servette, savais-tu que tu allais revenir à Neuchâtel à un moment ou à un autre pour aider le club à remonter? Pour être honnête, non. Au début, ben, quand j'étais à Servette, j'avais même pas idée que, ben, voilà, que M. Bangli voulait reconstruire le club, qui pensait à moi, etc. Donc non, au début, pas. Et puis, ben, malheureusement, Alves s'est fait relativement vite virer de Servette comme j'y étais. Et puis la fin de saison a été très difficile pour moi parce que ben, j'ai pu jouer une minute en fait dès que le nouveau coach est arrivé. Et puis il y avait aussi des problèmes financiers à Servette à ce moment-là. Et puis c'est vrai Mhm. que M. Bangui m'a contacté en fait pendant cette période. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Qu'est-ce qui te motive du coup à revenir ensuite dès la première ligue classique? On sait qu'à l'époque, il y a les retours déjà de Laurent Walter, de Kylian Vichy, de Charles-André Doudin et de Jérôme Schneider. On imagine que c'est des garçons qui ont dû jouer un rôle pour ton retour. Ouais, c'est sûr. Bah, après, c'était ma première saison, on va dire, loin de la maison aussi, où bah, voilà, j'ai déménagé à Genève à cette période. Ça s'est franchement pas très bien passé pour moi. Je n'ai pas pris énormément de plaisir à être loin de la maison, puis j'avais envie de jouer. Et puis c'est vrai qu'après, ben voilà, quand j'ai commencé à discuter avec M. Bangli et puis qu'il m'a annoncé que ben voilà, il y avait Charles qui revenait, il y avait Lolo. Alors c'était pas forcément des joueurs que je connaissais beaucoup d'avant, hein, parce que Mhm. on s'est pas forcément beaucoup tous côtoyés. J'avais connu Lolo surtout, mais c'est sûr que ben voilà, je me suis rendu compte que voilà, M. Bangli voulait faire quelque chose de sérieux et puis qu'on allait avoir une équipe compétitive avec les joueurs qui étaient revenus. Ouais, d'ailleurs, c'est assez vite, à chaque fois qu'on voyait ces joueurs revenir, enfin, individu par individu, individualité par individualité, enfin, il y avait à chaque annonce de retour, dans la situation dans laquelle on était, je parle pour mes collègues, mais je pense que nous, les supporters de Châtellon, il y avait à chaque fois notre excitation qui redoublait, voire triplait à chaque retour. Il y a un des moments forts de cette saison de Première Ligue, c'est la finale retour du 14 juin 2014 à Baden, Mike. Comment est-ce que tu as vécu ce match-là sur le terrain? Parce que t'es quand même, on voit le fameux reportage de Canal Alpha à la fin où t'es relativement ému à la fin de ce match, où vous avez dû passer par tous les états d'âme sur ce terrain. Ouais, non, c'était de la folie ce match. On avait gagné 2-0, je crois, au match aller, donc c'était un score qui était assez confortable quand même. Où on sentait qu'on était quand même supérieur à eux. Et puis sur ce match retour, en fait, on est passé à côté. Et puis on a été, bah voilà, jusqu'en prolongation. Et puis c'est vrai qu'on faisait pas les malins à ce moment-là. Je pense que si Baden avait mis le troisième, ben je suis pas persuadé qu'on aurait réussi à revenir. Et puis, ben, on a ce fameux but de Rodriguez qui est juste exceptionnel, quoi. Et puis que voilà, c'est toute une saison qu'on a assez largement dominée, si je me souviens bien. Mais sur voilà, cette confrontation, on aurait pu tout perdre en peu de temps. Et puis l'émotion qu'il y a eu, c'était assez exceptionnel. Je me souviens encore des barrières qui sont tombées avec les supporters en fin de match avec le but de Rodriguez. Ouais, non, c'était fou. C'était un des meilleurs souvenirs étant avec Xamax. D'ailleurs, Rodriguez, il surlève super bien sa jambe pour ce but, hein. Ah ouais, non, mais franchement, c'est un but qui est extraordinaire, quoi. Ah, totalement. C'est encore plus Euh, beau, effectivement. S'il avait mis un petit pointu, ça aurait pas eu la même saveur. C'était un but splendide, quoi. ouais. Bon,
Parle-nous ensuite de la saison en Promotion League. Comment tu le vis et comment l'équipe le vit dans la globalité? Ben, on savait que c'était entre guillemets, la dernière étape avant le milieu, on va dire, professionnel. Si je me souviens bien, on a assez mal commencé d'ailleurs. On a dû perdre un ou deux matchs en début de saison. Mhm. Il a fallu quand même se mettre dans le rythme. Et puis par la suite, c'était une saison, je crois, assez pleine où on a enchaîné les victoires. Et puis je crois qu'on a fini assez largement devant, hein, si je me souviens pas, si je me souviens bien. On a dû fêter à Nyon, non? C'était la promotion. Il me semble que oui, ouais. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais. Et puis non, c'est un petit peu la saison entre guillemets où ouais, tout a assez bien roulé, mis à part le début de championnat. Et puis ben on a réussi à ramener ce club dans le monde professionnel. C'était assez incroyable parce que finalement, quand on est revenu en première ligue, on pensait pas y arriver et en tout cas pas autant rapidement, disons. Ouais, effectivement. Lors de la saison retour en Challenge League, tu inscris un but mémorable le 20 avril 2016 à Arau. Raconte-nous ce but incroyable. Ouais, alors c'était un but en fin de match. On devait être mené 1-0 si je me trompe pas. Et puis sur un corner, renvoi de la défense adverse. Et puis c'est Laurent qui récupère le ballon dans les pieds, qui fait une petite pitchnette assez incroyable. Et puis après, je crois, contrôle, cuisse gauche, frappe en volée, pied droit. Et puis on arrive à égaliser à 1 alors qu'on était à 10. Mais c'est vrai que je me souviendrai toujours de la tête de mes coéquipiers après la passe de Lolo, parce que finalement, ce but, c'est la passe de Lolo qui était extraordinaire. Et puis je m'en souviens que tout le monde se marrait en fait sur le terrain, parce que C'est ça. c'était assez incroyable, quoi. C'était la vista et la passe à la Charles-André Doudin de Laurent Walter. Et puis c'était la finition à la Rafael Nuzzolo, à la Gaëtan Carlen de Mike Gomez, quoi. C'était assez fou. Le but, il est juste magnifique, mais il est encore plus beau parce que les deux personnes impliquées ont pas l'habitude de ce genre de geste, hein, c'est clair. Ouais, C'était c'est 2 à ça. 2. C'était 2-2 le score final, Mike. Il y avait 2 à 2-1 2. à ce moment-là. Ouais. Ouais, bah après voilà, ça change pas grand-chose, mais c'est vrai que c'était voilà, c'était vous aviez climatisé, on va reprendre le plus souvent possible cette expression après Carlos. Vous avez climatisé le Bruglifeld voilà pour la première fois en 2-3 ans puisque vous le climatiserez 2 ans après, on y reviendra. Mais ouais, superbe but. Ouais, D'ailleurs, c'est un stade si, qu'on aime assez bien. d'ailleurs, si un des auditeurs qui nous écoute retrouve le résumé du match, ce sera avec grand plaisir de nous l'envoyer en message. Oui, on a cherché activement la vidéo. Moi, je suis tombé que sur des liens morts. Donc, si quelqu'un dans nos auditeurs a cette vidéo-là, peut-être toi, tu l'as, Mike, t'as gardé un souvenir de vidéo de ce but. Volontiers, si tu peux nous l'envoyer. Ou si un de nos auditeurs peut l'envoyer, on fera un petit appel sur les réseaux sociaux, je pense, aussi pour Ouais, retrouver ce but. c'est possible que je l'ai là, je vais regarder. Alors, volontiers, si tu peux nous l'envoyer, ouais, avec grand plaisir, Mike. Ça marche. Ah, puis je profite de te dire aussi que si ça t'arrive de remarquer un but comme ça en troisième ligue sur une passe D de ton gardien, si tu me l'envoies, c'est avec plaisir qu'on en reparle. Parce que c'est pas tous les jours des buts comme ça, hein. Ouais, Du je pense pas que je remettrai celui-là. Ouais, ouais. Par la suite, t'as la saison, du coup, t'as la saison 2016-2017. Et manque de peau pour vous, c'est le FC Zurich qui est relégué en fin de saison 2016-2017 et vous faites une deuxième saison en Challenge League où vous êtes plus ou moins le même rouleau compresseur que Zurich et vous arrivez à tenir la distance jusqu'à 3 matchs avant la fin. Comment t'as vécu cette saison? Ouais, bah c'était une magnifique saison, hein. Je crois que on a fait des super résultats. Pour nous, c'était voilà, la Challenge League, c'était un peu le summum pour nous parce qu'on pensait pas revenir jusque là. Mais après voilà, Zurich, c'était du costaud pour la Challenge League. Et puis même si on a rivalisé jusqu'à la fin, je crois que Zurich était quand même voilà l'équipe qu'il fallait qui remonte en Super League de par son budget, de par les joueurs qu'ils avaient actuellement. Et puis bah, c'était une belle saison. Donc
on a aussi profité de ça pour pour continuer à s'améliorer et puis pour la saison suivante. Ouais, il y a notamment ce match au Let's Ground au printemps où il y a Doudin qui reçoit un carton rouge complètement lunaire. Et puis l'égalisation de Nudes à la fin en contre où vous étiez un peu, on va dire, vengé d'un arbitrage un peu particulier en faveur de la fronde suisse allemande, si je me rappelle bien. Ouais, c'est toujours, j'ai toujours adoré jouer à Zurich. Moi, c'était un stade qui était sympa. Alors, le stade en lui-même n'était pas sympa, mais il y avait toujours une belle ambiance. Et puis, je me souviens encore de l'expulsion de Stahl qui avait demandé à l'arbitre s'il avait de la peine à voir, on va dire. Et puis après, ouais, on a souffert tout le match. Puis finalement, on a réussi justement, nous avait réussi à marquer. Ouais. Ensuite, à la saison de la promotion, est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis que la défaite à Échalon en coupe a été un des tournants décisifs de cette saison-là? Ouais, c'est possible. Je me souviens encore, je crois qu'on avait une discussion assez houleuse avec les supporters en fin de match. Et puis, je sais pas si 2-3 jours après, on recevait Servette à la maison, c'est possible, non? Exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis là, on avait Exactement. gagné à la Maladière, je crois. Et puis, ouais, c'est vrai que là, la fin de saison après avait été presque parfaite, quoi. Mais du coup, il y avait tu te rappelles d'une discussion particulièrement musclée, on va dire, entre quatre murs, entre coéquipiers après cet échec en coupe en terre vaudoise, parce que finalement, la réaction, au-delà de la victoire contre Servette, la réaction tout entière de l'équipe au niveau du jeu, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'ensemble, vous aviez fait votre meilleur match en championnat de la saison 3 jours plus tard, quoi. Ouais, c'est vrai que quand tu perds contre une ligue inférieure en coupe comme ça, c'est toujours très difficile émotionnellement, hein. Tu prends un coup dans ta fierté, et puis c'est sûr que il y a eu la réaction qu'il fallait. C'est vrai que ce match-là, il avait été horrible à Échalon. Mais ouais, après on s'est relancé sur des bons rails, et puis c'est vrai que le match contre Servette était assez top aussi, ouais. Par la suite, t'as la saison du coup du retour en Super League. Comment tu la vis en sachant que t'es titulaire dans cette défense et il y a notamment 6 premiers mois assez compliqués au niveau de l'adaptation où la réalité de la Super League vous ressaute en plein nez, quoi. Ouais, mais c'est clair, on est retourné à un niveau où voilà, il y a que des professionnels, des joueurs qui sont de grande expérience, de grande qualité. En Challenge League, on arrivait encore à faire des résultats, mais le fossé était énorme entre les deux ligues à ce moment-là. Et puis, il nous a fallu un bon moment pour essayer de se mettre à niveau. Et je pense que c'est beaucoup aussi notre cohésion de groupe, le fait qu'il y ait beaucoup d'amis dans cette équipe, qu'on fait qu'on a réussi en guillemets, à rien lâcher et puis quand même rivaliser sur la fin de saison parce que il faut être honnête, on avait quand même des adversaires qui étaient supérieurs à nous et largement presque. Le 17 mars 2019, tu es suspendu contre le FC Zurich. Tu vas peut-être voir d'avance où je veux en venir, mais cela stoppe une série hallucinante de 104 matchs consécutifs disputés en intégralité, tout en exerçant une activité de contact dans l'immobilier à côté du terrain. Comment tu as fait pour allier les deux emplois de manière aussi intensive et garder ce rythme-là sur le terrain pendant 3 ans? Honnêtement, ça arrivait comme ça. C'était pas une priorité pour moi. Au niveau du job, c'est vrai que j'avais une particularité, c'est que je travaillais à côté, mais comme je l'ai souvent dit, ça m'a permis aussi de trouver un équilibre. Mentalement, ça me faisait du bien aussi de sortir du foot parfois et puis de garder le moral un peu plus haut. Et puis après, c'est sûr que ça me demandait une hygiène de vie qui était impeccable. C'est vrai que je faisais attention à mes heures de sommeil, à mon alimentation, parce que si je le faisais pas, c'est sûr que physiquement, je l'aurais pas tenu. Mais après, voilà, il y a pas de secret ou autre. Ouais, ça arrivait sans forcément le vouloir. Après, c'est vrai qu'à la fin, quand j'étais suspendu sur un carton jaune un petit peu bête, je m'en voulais un petit peu, mais
mes copains se réjouissaient que cette série s'arrête, notamment nous. Ouais, pourquoi? Mais parce qu'ils me disaient que c'était un record qui servait à rien. C'est vrai que c'est un record qui sert à rien, mais ça, ouais, j'en suis quand même assez fier parce que c'est vrai que il faut quand même, il faut quand même pouvoir être sur le terrain 104 matchs. Il faut que ton coach te fasse confiance et puis que ton physique tienne aussi, quoi. Ouais, alors, Noods, si tu nous écoutes, je sais que tu nous écoutes. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis du côté de Mike et la prochaine fois qu'on se croise à la maladie ou ailleurs, on va en discuter. Pour moi, c'est pas un record qui sert à rien parce que, voilà, disputer en intégralité, ça montre effectivement déjà que tu as le niveau. Si tu es tout le temps titulaire, c'est que ton coach, il considère, ou tes coachs considèrent que, voilà, tu es le meilleur joueur à ton poste. Donc, c'est déjà quelque chose. Ton hygiène, enfin parce que t'es passé aussi à côté des blessures à ce moment-là, mais c'est aussi en lien. Alors il y a une partie de chance, les adversaires qui font pas des tacles assassins ou autres, mais il y a une partie c'est lié à l'hygiène de vie. Et puis ça montre voilà une certaine régularité à tous les niveaux. Donc Raph, on en discute volontiers la prochaine fois qu'on se voit. Tu peux aussi me contacter pour en discuter, il y a pas de problème. Je sais pas si vous êtes d'accord les gars. Oui, Non, oui. la régularité et la présence quand même régulière dans le foot d'aujourd'hui avec la concurrence qu'il peut y avoir, pour moi, c'est jamais anodin. Donc après l'utilité, je rentre pas en matière, mais je trouve que c'est quand même ce genre de record, ils sont à saluer. C'est mon Non, avis. après on connaît Nudes aussi, Ouais. je pense qu'il te chambrait un peu Mike. Hein. Ouais, non, mais ça faisait partie du truc aussi. Et puis voilà, nous, c'est un super type avec qui je m'entends très bien. Donc c'est vrai qu'on en rigolait. On en Ouais, rigolait. ouais, totalement. Puis c'est un record qu'il a pas lui pour une fois, hein. Voilà. Non, il en a d'autres par contre. Mais C'est ça, il en a d'autres. Mais celui-là, il l'a celui-là, pas. il l'aura pas. Du coup, là, on va parler d'un moment sûrement le plus important de ta carrière, ou un des plus importants. Parle-nous du barrage contre Haro, non, avec notamment ta sortie sur blessure en deuxième mi-temps. Et ouais, au match aller. Et du coup, du match retour depuis la tribune, j'imagine que tu étais proche de nous pendant ce match. Ouais, alors bah c'était un barrage complètement fou, hein. Le premier match à la Maladière où tout se passe mal pour nous. On prend le premier but, je crois, où c'est moi qui suis impliqué, où je me fais prendre de vitesse sur le côté. Après, il y a ces buts qui s'enchaînent. Moi, je me blesse, malheureusement. Après, il y a encore cette histoire avec Nudes qui se fait expulser. Donc voilà, match aller cauchemardesque. Et puis bah, après, il y a le match retour qui arrive, mais il y a tout ce qui s'est passé entre aussi qui était assez incroyable. Je me souviens qu'après le match aller, on était allé avec certains coéquipiers donc à la maison chez moi, on s'est fait un plat de pâtes. Et puis Pietro ce jour-là m'a dit mais les gars, mais moi je suis sûr qu'on peut revenir. Et puis à ce moment-là, quand il nous raconte ça, on le prend pour un fou en fait. Et puis après, bah, entraînement, et puis je me souviens d'une vidéo de Stéphane Ancho avec Liverpool en fait, où il nous montre la remontada de Liverpool. Et à ce moment-là, je pense que l'équipe commence à y croire en fait. Et bah, tout est parti de là en fait. Après match retour, ben voilà, on marque ce premier but et puis tout s'enchaîne. Avec nous, on était en tribune, une cette chaleur assez incroyable ce jour-là. Je pense que tout le monde s'en souvient. Et puis Ouais. la suite, voilà, je crois qu'il y a même plus besoin d'expliquer. Comme il a dit ça, pour moi c'était un de mes meilleurs souvenirs alors que j'étais pas sur le terrain. Donc c'est vrai qu'au niveau des émotions, c'était juste voilà, juste magnifique quoi. Toi, tu t'apprends à quel moment de bah, tu sors de sur blessure, mais à quel moment t'apprends que le match qui vient 3 jours après, si je me trompe, ou 4 jours après, 3 jours, non, c'était un jeudi et un dimanche, hein, le barrage. À quel moment tu sais que ce barrage retour, tu vas pas le jouer? Voilà, mais je l'ai su directement quand je me suis blessé, puisque bah, Ouais, j'ai c'est ça. senti la déchirure. Donc, Mhm. après, j'avais toujours l'espoir mais je me suis bien rendu compte le lendemain que ça irait pas, quoi. Mais voilà, j'ai fait le déplacement avec l'équipe, nous avons fait le déplacement avec l'équipe. Et puis, c'est vrai que, il y a des choses incroyables qui se sont passées, quoi. Donc, ouais, au niveau humain, c'était intense ces 3 jours. Et puis voilà, ce dénouement incroyable.
voilà, ça fait partie de l'histoire et je crois que dans beaucoup de championnats, il y a pas beaucoup d'histoires comme celle-là, quoi. Et d'ailleurs, pour te dire, Mike, t'as le privilège, entre guillemets, même si je le dis un peu sur le ton de l'humour, mais d'avoir avec toi 2 animateurs sur 3 qui étaient présents ce jour-là dans les tribunes. Et c'est vrai que, ben, Sam, tu pourras confirmer ce que je dis. On était juste, nous, depuis la tribune, on était comme des fous parce que moi, à 15h58, j'y croyais. À 2 minutes avant le match, avec l'énergie des supporters, j'y croyais, mais j'ai passé 3 jours à me dire, ouais, bon, ben, je vais aller à ce match retour parce que j'ai dit que j'y allais, mais je vais passer une bonne journée au soleil et puis ma foi, on va attendre l'enterrement, quoi. Enfin, Sam, je sais pas si tu peux confirmer mes dires, mais c'est vrai que du point de vue des supporters, on l'a vécu un peu de la même chose. Quand on n'en croyait pas nos yeux. Ouais, j'étais un peu dans le même état d'esprit. Je me suis dit, est-ce que j'y vais, est-ce que je vais pas? Après, je me suis dit, si j'y vais pas, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose et je vais le regretter toute ma vie. Bah, finalement, j'ai bien fait d'y aller. Ouais, moi je me suis pas déplacé parce que alors déjà j'y croyais pas du tout et puis bon c'était une période où c'était compliqué pour moi de me déplacer et puis j'avais un truc prévu aussi en début d'après-midi qui fait que je pouvais pas aller à Haro, mais après j'ai regardé le match à la télé et puis alors j'étais debout sur mon canapé, hein. Je crois que bon, au penalty de Geoffrey Serredier, j'étais encore assez calme, mais quand Marcis Os marque le 2-0, là, j'étais déjà bien chaud. Et puis après le 3-0 de Kemal Ademi, là, j'y croyais à fond. Là, je me suis dit, ils vont le faire, c'est sûr. L'histoire peut pas s'arrêter comme ça. Ils vont aller au bout. Alors honnêtement, à ce moment-là, je me disais que vous alliez le faire avant les prolongations et les pénaux, mais bon, comme ça c'est terminé, c'était encore plus dramatique, c'était encore plus beau finalement et plus cruel pour le FC Haro, quoi. Surtout cruel pour les t-shirts qu'ils avaient déjà imprimés. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais l'entier du truc, j'ose même pas imaginer, Mike, comment t'as dû te sentir au moment de l'occasion ratée de Schneville à la 90e pour le 1-4 aussi. Parce que ça, c'est les moments. C'est là que c'est dans ces moments-là que tu comprends que le match, il est pour toi au final, je pense, hein, depuis la tribune et sur le terrain. Ouais, bah, comme tu l'as dit, ce jour-là, on avait l'impression que bah, voilà, tout était fait pour nous. Mais à ce moment-là, t'as pas encore le recul de te dire, non, voilà, c'était la journée parfaite. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, l'action qui loupe, je pense que 8 fois sur 10, il l'aurait mise, quoi. Mais Ouais, ce jour-là, Clairement. bah, c'était le jour de Xamax, donc ça allait dans l'autre sens. Mais voilà, ça montre encore plus de où on est venu et puis de l'histoire à quel point elle est assez incroyable, en fait. Ce soir-là, Mike, t'as fait un petit écart à ton hygiène de vie impeccable ou bien? Ouais, ouais, alors non, là, Il y a c'est sûr quelques que, binges qu'on coulé, j'imagine, entre vous. ouais, ouais, on en a bu quelques-unes, là, c'est sûr, mais bon, je crois que ça aurait été faux de pas en boire une, hein. Non, clairement, mais ouais, effectivement. ouais. Sinon, comment se Magnifique, ouais. passe, sinon, comment se passe pour toi la deuxième saison en Super League qui se termine avec malheureusement le Covid et une relégation? Ouais, alors c'était pas évident déjà, voilà, jouer dans des stades vides avec toutes ces mesures d'hygiène qu'on avait aussi, ces entraînements qu'on a fait des fois depuis la maison. C'était pas la saison la plus plaisante et avec le plus de bons souvenirs, on va dire. Donc c'est pas une saison qui m'a vraiment marqué malheureusement. Bah voilà, il y a eu cette relégation. Mm. Mais c'est pas la saison où j'ai le plus de souvenirs et puis j'ai pris plus de plaisir, on va dire. Ouais. Durant la saison 2020-2021 en Challenge League se disputent des matchs dans des stades vides. Ça revient à peu près au même à la question que je viens de te Ouais, poser, je pense. ouais, bah c'est l'essence du football même qui est pas là finalement parce qu'on joue pour les émotions et puis le public qui est dans le stade crée l'émotion, on va dire aussi. Donc c'est pas les matchs les plus plaisants pour des joueurs de foot. Mais ma foi, il fallait le faire. C'était la période qui était comme ça. On avait encore de la chance de pouvoir jouer quand même. Donc voilà. Ouais, puis C'est clair. sportivement, ça a été une saison aussi compliquée. Xamax s'est passé à un but tessinois d'une deuxième relégation consécutive. Ah ouais, non, c'était une saison plus que horrible. Hein. Je crois que je sais pas comment on s'en est sorti à la fin, mais non, c'était pas la meilleure des saisons, on va dire.
Non, Ouais. effectivement. Raconte-nous ta dernière saison et surtout ton dernier match dans le foot professionnel contre Ville le 21 mai 2022. Bah, c'était une saison, on va dire, où voilà, on était en milieu de classement. On venait après une saison difficile. Mm. Le dernier match en lui-même, pour moi, c'est voilà, un souvenir mémorable. Le dernier match avec mes copains Igor et Lolo. C'est surtout nous qui avait tout préparé pour nous. En fait, c'est pour montrer à quel point on était voilà, une équipe soudée. Et puis, je pense que ça a dû aussi être dur pour nous de laisser ses copains partir et continuer. Mais le match en lui-même, c'était un match plaisant. Et puis, et c'est tout l'après-match aussi qui était assez extraordinaire avec les amis, la famille. Mm. Et puis, non, c'était top. Après, voilà, ça c'est fini. Et c'est toujours difficile quand voilà, tu mets un terme à ton rêve, à ce que tu aimes le plus, en fait. Et puis après, ben voilà, c'était la fin d'une carrière, mais voilà, j'ai pris énormément de plaisir dans ce stade, à défendre ses couleurs, à côtoyer toutes les personnes que j'ai côtoyées. Et puis je m'estime heureux et je suis surtout reconnaissant de pouvoir avoir profité de tout ça. Et puis c'est ce que je souhaite à tous les enfants du monde en fait, c'est de pouvoir vivre de sa passion. C'est quelque chose de formidable. Ouais, j'imagine. La saison suivante, tu évolues avec les moins de 21. Pourquoi ce choix et à ce moment? Ben, pour être tout à fait honnête, ben voilà, jusqu'au bout, j'espérais refaire une saison avec l'équipe première. C'est ce qu'on m'avait plus ou moins fait penser. C'est ce qu'on m'avait dit jusqu'au dernier moment. Et puis, un mois avant la fin du championnat, on m'a annoncé que finalement, il me garderait pas. Et puis, ben, ils se sont finalement approchés de moi pour essayer d'épauler les moins de 21 qui montaient en première ligue. Au début, j'étais pas trop pour. Et puis finalement, vu ma situation familiale et personnelle, je me voyais mal partir de Neuchâtel, comme je n'avais jamais voulu vraiment partir de Neuchâtel. Et puis c'était un compromis aussi pour pouvoir continuer un petit peu à jouer au foot. Et puis ça me permettait aussi d'avoir un nouveau rôle en tant qu'un petit peu coach aussi, parce que je donnais des entraînements spécifiques. Et puis de pouvoir épauler les jeunes, mais c'est pas quelque chose qui m'a forcément plu. Donc c'était un petit peu par défaut, si on veut, que j'ai fini avec les moins de 21. Mhm. Ok, ok. Aujourd'hui, dans ton actualité footballistique actuelle, tu évolues donc en troisième ligue avec la 2 du FC Saint-Blaise. On imagine que sur le terrain, au-delà de prendre toujours du plaisir, tu joues c'est peut-être à toi maintenant de jouer un rôle de leader, mais est-ce que ça t'arrive aussi d'avoir en off des discussions avec les entraîneurs d'ordre tactique? Est-ce que ça les arrive de te solliciter? Est-ce que ça leur arrive de te solliciter? Mais oui, alors ça m'arrive de discuter, que ce soit avec mes coachs ou avec mes coéquipiers, parce que bah voilà, ils savent que j'ai un petit peu d'expérience, mais voilà, le football de troisième ligue, c'est des gars qui veulent prendre du plaisir, surtout qui veulent se retrouver entre copains, et puis c'est ça qui est aussi l'essence du football même, d'être avec des copains, taper le ballon, et puis c'est vrai que alors il y a un aspect tactique, mais qui est minime. Ouais. Le 2 juin 2024 sera une grosse date enfin, pour ce championnat, puisque tu affronteras la deuxième équipe de Marins avec un clash espéré contre Nudes et Charles Doudin. Est-ce qu'on peut espérer te voir opposer à tes deux anciens coéquipiers? Ben, j'espère, parce qu'au match aller, ils n'étaient pas là les deux. Donc, j'espère qu'on pourra se retrouver sur le terrain et puis continuer à se chambrer un petit peu, mais depuis le terrain et puis pas sur le téléphone ou en faisant des grillades ou des choses comme ça. Mais c'est toujours sympa de pouvoir revoir les copains. Et puis je pense que le match se prolongera aussi un petit peu après le match.
C'est possible. Alors, j'ai croisé Noods à la Maladière vendredi, je lui ai posé la question. Alors, lui, il adorerait, hein, évidemment, mais il y a son emploi du temps avec son employeur actuel du côté de Berne, de Young Boys. Voilà, il bosse quand même toute l'année, lui, donc voilà, il est pas certain, mais je lui ai dit en tout cas qu'on espérait vivement voir. Et puis, alors dans tous les cas, l'équipe de Xamcast se déplacera en petit ou en grand comité. On n'a pas encore discuté. Mathéo, toi, t'es sûr d'y aller à ce match. Et puis Absolument, c'est ça. Ouais. voilà, donc on espère, en tout cas, on espère te rencontrer à cette occasion, Mike, et puis discuter un peu avec toi et produire quelque chose pour la chaîne de Xamcast si tu es d'accord. Mais oui, avec grand plaisir, en tout cas. Et puis, je sais pas si tes coéquipiers à Saint-Blaise vont nous écouter. C'est quoi le plan pour bloquer Noods et Charles s'ils jouent? Bon, alors, Nude, ce sera moi qui devra m'en occuper. Et puis, Charles, il faut simplement pas lui laisser avoir le ballon, comme ça, c'est plus facile. Ok. Bon, bah, ça me paraît pas mal comme plan. Et puis, Et du c'est coup, vite vu, quand Charles, si les quand joueurs de Charles recevra Marin le ballon, t'écoutent, ben voilà, ils vont aussi avoir le plan. Ouais, quand Charles C'est une recevra le ballon, on sait qui cherchera Nude. ouais, c'est ça. Mais en même temps, Ils Noods sont bien c'était plein à connectés. notre antenne que Charles lui avait pas fait beaucoup d'assists dans sa carrière, donc on sait pas. Peut-être que voilà, il va pas tant le servir que ça, du coup. Ouais, il est de mauvaise foi parce que l'un et l'autre, il se cherchait tout le temps et il se trouvait les yeux fermés. Donc, Non, je pense que Noods, il l'a pas forcément mentionné, mais il parlait surtout d'une saison en particulier où Charles faisait des assists à tout le monde, sauf à lui. Mais je crois que c'était vraiment la saison de la montée en Challenge League, parce que dans les autres après-saisons, il y a eu je suis certain que je pourrais retrouver des assists de Charles Doudin pour Raphaël Nuzzono à la finition. Donc c'était vraiment sur cette saison-là, mais c'est une saison où il plante genre 30 goals ou un peu moins de 30 goals. Et puis, il n'y en a pas un où il est assisté par Charles Doudin. Mais on ouais, c'est pourrait se replonger dans les statistiques. C'est un travail qu'on pourrait confier à notre statisticien en chef qui n'est pas là ce soir, de savoir si vraiment Raphaël Nuzzolo n'a pas reçu de ballon, de but de la part de Charles-André Doudin. Donc voilà, on va creuser un peu tout ça quand on aura du temps. Du coup, toi qui as vécu quand même une carrière assez riche, hein, parce que t'as pas bourlingué non plus à travers 10 000 clubs, mais t'as connu pas mal de coachs, t'as connu pas mal de coéquipiers de profils différents. Quel est ton souvenir le plus marquant émotionnellement de ta carrière, Mike? on en a mentionné déjà deux. Il y a eu premièrement cette finale de promotion à Baden, hein, où au niveau des émotions, c'était assez fou avec ce but dans les dernières minutes. Il y a eu le barrage à Haro. Et puis il y a eu aussi une victoire contre Young Boys à la Maladière où le stade était complètement plein. C'était le 22 avril 2019 et à la suite du match, en fait, j'ai eu mon premier enfant qui est arrivé, donc c'était toute une journée assez riche en émotions pour moi. Donc c'est ces trois moments qui restent pour moi les plus marquants, on va dire. Qui plus est, il y avait un ancien, aussi un ancien de la maison de Châteloise qui vivait son dernier passage à la Maladière en tant que professionnel, hein, de l'autre côté, hein. Un certain Stephen Bergen, qu'on salue. Exactement, exactement. Et, quelle magnifique journée c'était, hein. Personnellement, là aussi, pour avoir été au stade, il y avait une ambiance, il y avait une ambiance du tonnerre. C'était fou, C'était ouais. exceptionnel. On en a parlé avec Raph de ce match, mais c'est vrai que c'était incroyable. Mm. Ouais, c'était fou, le stade était plein, la journée était parfaite. Et puis gagner contre Young Boys, c'est pas tout le temps. Et puis c'était un match presque parfait pour nous en fait. Donc et puis après pour moi, c'était la suite qui était aussi qui était juste magique, quoi. Ben, au Ouais. moment ton fils, il est né vraiment dans les termes, ou au moment où tu rentres sur le terrain, tu sais que potentiellement ta femme elle peut accoucher pendant le match. Non, on arrivait à terme, donc elle Ah ouais. pouvait accoucher à tout moment. Mais d'ailleurs, elle était au match, hein. Et puis c'est en arrivant à la maison que on est parti pour l'hôpital. Donc
Je pense qu'il avait envie de sortir. Il est sorti un jour trop tard, malheureusement pour lui. C'est ça. Mais, Il n'a pas pu assister à papa à mais ce beau voilà, match. exactement. Et c'est peut-être la maladie qui l'a fait envie de venir au monde, on va dire. Tu t'as parlé avant de Victor Munoz. On imagine qu'il a eu un rôle important dans ta carrière, mais quel est l'entraîneur qui, selon toi, a le plus compté dans ta vie de footballeur et pourquoi? Je crois que c'est assez difficile de sortir qu'un entraîneur parce que finalement tous m'ont apporté quelque chose ou ont compté pour moi, on va dire. D'abord, il y a tes entraîneurs de junior en tant que gamin qui te donnent cette plaisir au foot en fait. Et je pense que c'est peut-être le plus important parce que finalement c'est là que tu aimes ou que tu aimes pas le foot. Et puis après, ben, il y a l'entraîneur qui te permet aussi d'avoir le premier match en Super League. Et dans mon cas, c'était Castella. Et puis après, ben voilà, t'as ces entraîneurs qui te marquent, comme Munoz ou Caparros, voilà, qui était un entraîneur hors norme. Et puis après, ben, il y a aussi eu des Castella avec qui j'ai fait 600 matchs, quoi. Donc c'est tous des entraîneurs qui ont compté pour moi. Et puis, j'arriverai pas à en sortir un, on va dire. Mais, c'est tout voilà. Chaque entraîneur m'a apporté quelque chose. Ok. Mathéo. Non, c'est à Est-ce que Sam, tu peux pardon. nous, Ouais, vas-y. ouais, est-ce que tu peux nous donner du coup le nom de quelques coéquipiers dans ta carrière qui t'ont particulièrement marqué? Bah, là aussi, hein, il y en a plusieurs. Déjà, les Espagnols qui étaient venus pendant cette période de Chagaev. Je crois qu'il y avait Caluche qui était juste phénoménal. Il y a David Navarro qui m'a beaucoup appris en tant que défenseur. Et puis après, il y a ceux que je peux pas oublier, comme Nudes, hein. Voilà, un joueur hors norme, un joueur qui s'est investi pour le club comme peu l'ont fait. Et puis, il y a aussi Lolo qui est mon capitaine depuis toujours, mon coéquipier de chambre aussi. On était souvent ensemble quand on était à l'hôtel. Donc, voilà, c'est tous des joueurs qui m'ont marqué et puis voilà, qui restent dans ma mémoire, on va dire. Comment est-ce qu'ils étaient humainement, à part ça, ces recrues espagnols au jour le jour à côtoyer les Uche, les Arizmendi? Il y en avait certains avec qui tu t'entendais mieux que d'autres. Comment Ouais, ils Uche, étaient au il quotidien? était pas très espagnol quand même, hein. Il venait du Non, championnat c'est vrai d'Espagne, lui. il venait du championnat d'Espagne. C'est vrai qu'il venait du championnat d'Espagne. Mais pour le reste, Navarro, Sanchez et ces mecs-là, ils étaient comment au quotidien? Arizmendi, ouais. Ah, c'était des gars Ouais. hyper simples, en fait. Voilà, ils avaient une carrière qui était hors norme pour nous, mais c'était des gars comme nous, hein. Très simples, qui donnaient des conseils. Enfin, franchement, c'était des super gars. J'ai encore gardé des contacts, moi, avec Victor Sanchez, parce que j'ai la chance de parler un petit peu espagnol. Mais franchement, c'est tous des gars simples, finalement, et puis qui ont eu une grosse carrière. Ouais. Et puis du coup, la même question pour tes adversaires. Du coup, est-ce qu'il y en a certains qui t'ont plus marqué que d'autres? Il y en a plusieurs, mais là, j'ai regardé le Milan cet après-midi, puis j'ai vu Okafor qui a marqué, donc je me rappelle de Okafor, parce que si je me trompe pas, il a marqué son premier but en Super League contre nous à la Maladière, Ouais. où Ouais. il m'avait mis une accélération sur le côté, et puis j'ai pas réussi à le rattraper. Sinon, il y avait Djaka aussi qui était à balle, qui était phénoménal, et puis il y a Assalé à IB qui m'a toujours mis en difficulté, donc Ouais, lui aussi, ça allait vite, hein. ouais, ça allait un peu trop vite pour moi d'ailleurs, mais non, c'est tous des joueurs qui m'ont marqué. Il y a eu Shaqiri aussi qui était à balle, mais il y en a eu pas mal quand même. Ouais, Shaqiri, tu l'as connu jeune en plus, parce qu'il était ses toutes premières années de balle, il devait avoir quoi, 18-19 ans, hein. Ouais, il était tout jeune, mais il avait déjà ce physique un petit peu spécial, donc et puis cette touche de balle qui était exceptionnelle. Ouais. Ouais. Alors, on arrive à la fin des questions en lien avec ta carrière. On va maintenant évoquer un petit peu quelques questions plus générales par rapport au club ou autre. Quel est le premier nom qui te vient en tête quand on te dit que ça, Max, sans réfléchir comme ça? Fakinetti,
Ouais. C'est l'emblème de Xamax. Je crois que ça va rester encore comme ça quelques années. J'ai eu de la chance de le rencontrer parce que j'étais assez copain avec Mika. Et puis c'est vrai que c'est un personnage. Hein. Quand il vous fait visiter sa cave avec les archives du club, ouais, c'était quelqu'un qui transpirait Xamax. Et puis, enfin, c'était Xamax, on va dire. Ouais, Donc il incarnait, ouais, ouais, je pense que c'est lui effectivement. qui a donné l'image à ce club. Donc voilà, c'est lui pour moi, le monsieur Xamax. Ouais. Alors, tu as déjà répondu un peu à la question suivante, et puis on s'en doute, hein, déjà, on commence à recevoir beaucoup d'invités. Mais tu gardes évidemment beaucoup de contacts, hein, avec tes coéquipiers de Xamax. Certains, j'imagine, même au quotidien. Hein. Ouais, bah, c'est presque plus que des copains parce que finalement, Bah, on partageait toutes nos journées ensemble. Et puis c'est vrai que, bon, maintenant c'est un peu plus compliqué parce qu'on a chacun un petit peu nos emplois du temps. Mais ouais, je garde toujours des contacts avec les News, les Lolo, Igor, Pietro. On a maintenant des enfants aussi qui se côtoient, donc qui ont un peu aussi le même âge. Donc ça permet aussi de garder les liens. Et puis voilà, on est une petite famille, on va dire. c'est ça, vous préparez le futur du club aussi, peut-être. Ouais, Du coup, alors à voir. Je crois que on a pas mal d'enfants qui aiment le foot. Après, on verra ce ouais, qui. c'est pas étonnant. Hein. Ouais, ça m'amène à la question suivante. Effectivement, comme beaucoup de footballeurs professionnels, j'imagine, tu es avant tout un fan de football. Et puis, maintenant que ta carrière est derrière, ben, tu regardes aussi beaucoup, j'imagine, les grands championnats, la Ligue des Champions, ce football de très haut niveau. Toi, dans le football moderne, Mike, tu t'y retrouves ou il y a des aspects, il y a des choses un peu qui t'énervent un peu par rapport à Non, bah, qui je tu pense es? que comme tout, voilà, tout a évolué. Le foot a aussi évolué. Il y a maintenant avec cette VAR. Alors, ça permet de corriger des fautes flagrantes, mais ça enlève aussi ce côté instinctif, on va dire, où maintenant, quand tu marques, tu dois encore attendre de pouvoir célébrer parce que t'es pas sûr que t'es pas un millimètre hors jeu ou autre. Moi, je suis pas un grand fan. Après, ben voilà, ça permet on va dire, l'arbitre, mais ça permet aussi de plus critiquer des choix quand voilà, tu sais que l'arbitre, il a la possibilité de voir une vidéo. Donc, pour moi, c'est pas ouais, ça a changé le foot, on va dire. Et après, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Ça dépend un petit peu des avis. Pour moi, je suis plutôt contre, mais ma foi, ça fait partie du foot maintenant. Puis sinon, ce qui me plaît un petit peu, bah, c'est que bah, voilà, maintenant, il y a beaucoup d'argent, il y a moins de cet aspect d'identification à un club ou autre, mais ça fait déjà quelques années que c'est comme ça, je crois. Mhm. Ouais, effectivement. En dehors du football, Mike, qu'est-ce que t'aimes faire, hein, Ben dans tes voilà, ben loisirs? maintenant, avec la vraie vie, on va dire, ça laisse pas énormément de temps au loisir, donc je fais encore du foot, donc il y a encore le foot, sinon maintenant je passe beaucoup de temps voilà, avec la famille. Moi, j'aime simplement voilà, me promener dans la nature, le bord du lac, des choses comme ça. J'ai pas d'autres sports ou hobbies plus que ça. Ok. La petite question traditionnelle aussi par rapport à ton répertoire téléphonique. Quel est pour toi le numéro de la personne la plus célèbre dans ton répertoire? C'est Victor Sanchez. Ouais, Victor Sanchez. T'as eu des contacts récents avec lui. Il devient quoi, Victor, après ouais, pratiquement 15 ans après son passage à Neuchâtel? Bah, il fait un petit peu consultant TV pour une chaîne à Barcelone. Et puis, il fait beaucoup de courses maintenant. Il s'est lancé dans les marathons, Victor Sanchez. Ok, Ah, intéressant. ouais, d'accord. Ouais, effectivement. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas d'animateur qui parle l'espagnol à ma connaissance, mais ça pourrait être intéressant d'avoir une petite conversation avec Victor Sanchez. Bon, j'imagine qu'à Neuchâtel, lors de son passage, il communiquait beaucoup en anglais, hein, avec les gens qui parlaient pas espagnol. Ouais, mais les Espagnols ne parlaient que espagnol. Donc, Ah ouais, ok. on a été beaucoup mis à contribution avec Max Veloso parce que bah, Bah voilà, ouais. c'est proche du portugais. Et puis, on a dû faire pas mal de fois la traduction. Donc, c'est aussi peut-être pour ça que
on a créé des liens un peu spéciaux avec les coachs, moi avec Victor Munoz d'ailleurs. Ouais, aussi les coachs qui étaient hispanophones, ouais, j'imagine. Exactement. Donc, ouais, c'est aussi peut-être pour ça. Mais Victor Munoz parlait Mais assez par bien français, contre, avec un sacré accent, mais, ouais, mais ça va. j'allais y venir. J'allais y venir parce à l'époque, il y avait une interview de Raoul Savoie qui avait circulé sur YouTube qui disait c'est un gars qui a quand même beaucoup fait d'efforts pour apprendre le français et c'était un gars qui enregistrait assez vite. Alors, il gardait son accent, mais il enregistrait assez vite les différents mots qu'il pouvait demander et il a soigné sa communication également en français, Victor. C'est ce qui venait en tout cas de ses assistants. Ouais, alors c'est sûr que lui, il a directement fait l'effort de parler français. Donc, il avait un accent à couper au couteau, mais, mais il faisait l'effort pour se faire comprendre. Ouais, ça salue. Ok. Une autre question traditionnelle. 3 personnes que tu aimerais entendre à l'antenne de Xamcast. Alors, j'espère qu'ils sont pas passés. En tout cas, je les ai pas entendus. Max Veloso? Ouais. Pas, hein. Ouais, non, alors, vas-y, cite les noms, puis après on te donnera un peu des infos. Et puis, on pourra aller chercher un Valaisan qui est devenu Neuchâtelois, Carlon. Gaëtan Carlan, ouais, il a déjà été cité aussi. Ouais. Bah, après un Valaisan, on pourrait regarder avec un Vaudois, peut-être Thibaut Corba. Mhm. Thibaut Courbat qui n'a pas encore été cité. On va prendre note. Effectivement. Alors bon, Thibaut, il est encore, il joue encore actuellement du côté de Winterthur. Donc à voir si c'est facile pour lui de se libérer ou pas. Mais on prend note. Et puis Gaëtan Carlon, il a été aussi cité par plusieurs personnes. Et puis concernant Max Veloso, on a eu des contacts avec lui. J'en dis pas plus à ce stade. Du coup. Ça marche. Ok, un dernier mot pour nos auditeurs, Mike. Bah déjà, j'aimerais déjà vous remercier vous. Je crois que c'est important qu'il y ait des gens qui fassent vivre voilà ce club, qui donnent un peu d'actu et puis qui permettent de rassembler du monde autour du club. Et puis voilà, un merci aussi à tous les fans de Xamax qui m'ont beaucoup apporté pendant ma période footballistique. Et puis c'est toujours un plaisir de les rencontrer dans la vie de tous les jours et puis d'échanger sur des anecdotes. Et puis il faut continuer voilà à soutenir ce club et en espérant que l'avenir devienne un peu plus beau et puis qu'on puisse un jour retrouver ce que tout le monde espère, la Super League et puis vivre ces matchs voilà avec de l'ambiance et puis de l'enjeu et puis retrouver la place de Xamax, on va dire. Merci beaucoup à toi, Mike. En tout cas, ben voilà, bravo à toi pour cette magnifique carrière qui s'est terminée il y a un petit moment déjà maintenant. Et puis, ben vraiment, on te souhaite tout le meilleur dans ta vie personnelle pour la suite, cette nouvelle vie qui a déjà commencé avec ta famille, femme et enfants. Et puis voilà, on va se recroiser dans le futur parce que voilà, tu as incarné pendant plusieurs années cette identité neuchâteloise. Enfin, en plus d'être un amoureux de Xamax, tu es un amoureux de la ville de Neuchâtel. Tu es un Neuchâtelois, donc c'est vrai que voilà, c'est aussi important de cultiver ça. Nous, on aime ça à Xamcast. Et puis, on aura l'occasion de se recroiser dans le futur sur des sujets divers et variés. Avec grand Voilà. plaisir et puis merci beaucoup pour votre invitation. Avec grand plaisir, Mike. Reste encore en ligne. On arrive à la conclusion de l'épisode. Voilà, conclusion, 2 choses à vous dire dans la conclusion de l'épisode. La première, parler un petit peu du match, du prochain match de Neuchâtel Xamax, de la 30e journée. Donc, on se rendra le 19 avril prochain à la Performance Arena pour y affronter le FC Schaffhouse. Bon, comment vous le sentez, messieurs, ce match? Un stade voilà. C'est un stade qui nous réussit pas souvent. C'est toujours des matchs compliqués, mais je sens quand même une petite victoire très courte, 2-1. Au pire 1-1, mais je ne nous vois pas perdre parce que Schaffhouse est quand même dans une spirale un peu négative malgré tous les renforts hivernales qu'ils ont eu.
Et nous, je vois qu'il y a quand même un mental positif. Et puis, je pense que ça va plutôt de notre côté. Voilà. Mathéo? Ouais, alors c'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, avec les supporters, on avait un peu cette petite blague en disant tout ce qui est loin pour nous, c'est compliqué. Maintenant, et ça englobe donc Chafouz. Maintenant, avec la bonne dynamique de manière générale la meilleure dynamique générale qui s'est installée sur la deuxième partie de ce deuxième tour jusque-là, je pense qu'on a les moyens de surfer sur cette vague et d'aller chercher un résultat positif comme ça. Je dirais petite victoire. 1-0, 2-1, au pire match nul, mais j'ai de la peine à avoir une défaite. Ouais, si on montre le visage comme contre Aro, on a largement les moyens de repartir avec quelque chose. On avait très bien contenu Chafouz quand ils étaient venus à la Maladière. Après, voilà, ils peuvent aussi des fois sur un match être en feu. Ils ont quand même des joueurs assez imprévisibles qui peuvent tout d'un coup sortir un gros match. Et puis nous, on peut pas toucher le ballon pendant le match. Donc pour moi, c'est un match qui est vraiment très indécis, mais on a ce qu'il faut, je pense, pour ramener un résultat. Mike, toi, le déplacement à Chafouz, alors tu l'as entendu, les fans, on déteste ce déplacement. Pour toi, quand tu jouais encore, Chafouz, c'était un déplacement chiant ou bien ça allait? Ouais, alors c'était un long déplacement. Après, on a eu la chance de 3 fois d'aller à l'hôtel. C'était assez sympa. Après, le stade est assez sympa aussi, avec ce synthétique. C'est assez agréable à jouer. J'ai eu la chance d'aller aussi dans l'ancien stade à Chafouz qui était tout autre. Donc, Ouais, non, c'était pas un stade que je détestais. Au contraire, j'aimais assez bien. ok. Parfait. Ça, c'est la première chose à vous dire. Donc, ouais, moi, je pense que voilà, on a les moyens de ramener quelque chose. Et puis, la deuxième chose, c'est vous parler de notre invité la semaine prochaine. J'étais étonné, finalement, que tu le cites pas dans les 3 personnes, Mike, mais peut-être tu étais déjà un peu dans la confidence. Donc, on recevra Laurent Walter la semaine prochaine avec grand plaisir. Tu savais déjà, Mike, qu'il allait venir. C'est pour ça que tu l'as pas cité, ou bien? Exactement, je voulais pas balancer le truc, donc, mais je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir avec Laurent. Ah, on n'en doute pas. Ben, de toute façon, on a eu beaucoup de plaisir avec chacun de nos invités actuellement. Donc voilà, la spirale va sans aucun doute continuer la semaine prochaine avec Laurent. Merci beaucoup à toi, Mike. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, et merci beaucoup à vous, mes collègues animateurs. Et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ciao!